Voyage en récit. Jacques Daniel. Geoffroy Scrive. Pour le programme du jour, Jacques Daniel, cinéma, dans le cadre des cycles de cinéma que vous montrez au cinéma Les Studios de Brest. Un des 4 cycles est intitulé Perles du cinéma. Et parmi les titres que vous présentez cette année, mardi 16 décembre à 20h sera présenté un immense film, un immense chef-d'œuvre, western des westerns si l'on peut dire, Sergio Leone pour le réalisateur, le titre Il était une fois dans l'Ouest avec Jason Robards, Charles Bronson, Henry Fonda et l'héroïne de ce film, Claudia Cardinal, décédée il y a peu. Peut-être cette projection sera en son hommage. Tout à fait, c'est ce que je voulais commencer par cela. Donc Claudia Cardinal, comme très grande actrice italienne, La fille à la valise de Valerio Zurlini, Le Guépard de Visconti et bien d'autres grands films. Et bien entendu, Il était une fois dans l'Ouest, première fois qu'il y a une femme dans un film de Sergio Leone, ouais. Qui incarne le personnage à la fois d'une putain de la Nouvelle-Orléans qui se marie avec un fermier qui rêve de bâtir une gare, et finalement ce projet n'aboutira jamais. C'est le point de départ du film. Oui, c'est le point de départ, et au fond, on verra au fil de l'émission que finalement Claudia Cardinal, seul personnage féminin du film, va devenir une sorte de femme éternelle. Parce que souvent dans les autres westerns de Sergio Leone, il y a aussi des femmes, mais qui sont pas du tout des rôles importants, et ce sont soit des madones, soit des putains. Oui, vous pensez à la trilogie du dollar, par exemple. Oui, à la trilogie du dollar. Voilà, tout à fait. les personnages féminins sont assez rares. Sont assez rares. Il y en a une qu'on peut repérer dans le premier pour une poignée de dollars. Mais je me suis demandé, à voir et à revoir ce film de Sergio Leone, si finalement on ne pouvait pas parler de ce western comme d'un film traitant de l'innocence. Je m'explique. Vous avez le personnage du petit garçon, qui finalement joue un rôle capital, parce que c'est là qu'on se rend compte de la personnalité de l'acteur qui joue le rôle vraiment le mauvais rôle dans ce film. Oui, Franck. Voilà. Le rôle de Franck. Donc ce petit garçon incarne, à mon sens, l'innocence, parce que il sort de cette maison attaquée. C'est le dernier survivant d'une famille. Il ne sait pas pourquoi sa famille a été décimée. Il porte en lui un flacon d'eau. Ce n'est sans doute pas un hasard. L'eau convoitise, finalement, de ce lieu par lequel doit passer le train. Et puis, c'est l'innocence aussi par le rôle qu'incarne Charles Bronson. Pourquoi ? Parce que s'il cherche Franck, c'est parce que il peut se sentir coupable de la mort de son frère alors qu'il en est innocent. Je me suis demandé si Sergio Leone ne dépeignait pas là, dans son film, le sujet de l'innocence. Ah, alors c'est assez complexe. Je pense que ce n'est pas faux. Effectivement, il y a quelque chose de cela dans le film, parce que donc et Jason Robards également. Oui, il est innocent. L'harmonica, parce qu'on ne connaît pas son nom. Comme dans la trilogie de dollars, on ne connaît pas les noms du héros. Lorsqu'il était petit, il s'est retrouvé déjà face à Franck, et Franck l'a forcé à jouer de l'harmonica avec son frère sur les épaules, et donc pendu, et évidemment lorsqu'il n'aura plus de souffle et qu'il s'effondre à terre, son frère évidemment meurt. Mais plus précisément, si l'on regarde bien, à ce moment-là précis, c'est son frère qui le repousse. C'est son frère qui le repousse du pied. Oui, c'est vrai que c'est son frère qui est pour qu'il n'ait pas sur lui ce poids de la mort de son frère. Voilà. Donc une innocence. Oui, c'est un western très complexe, parce que alors je pense qu'il faut revenir à la naissance de ce western, qui est un western de 1969. On est complètement à la fin des westerns. Enfin, il va avoir encore après Le Soldat Bleu et Little Big Man, juste après.
qui seront 2 films qui répondront un peu à Il était une fois dans l'Ouest, mais des films du coup vus de la gauche, enfin des films de gauche, hein, sur bien sûr le massacre des Indiens, etc., etc. Avant, il y a eu pléthore de westerns, c'est le genre par excellence du cinéma américain, des centaines de westerns. Ah, ça incarne leur histoire. Puis, à la fin des années 50, il y a le sur-western, dont le film emblématique est Johnny Guitar de Nicolas Ray, film qu'adorait Sergio Leone. Dont toutes les références et dans ce film-là. Oui, tout à fait. Et donc, lorsque Leone va commencer à faire du cinéma, sa trilogie, bon, il y a déjà un problème dans le cinéma italien ne fonctionne plus. C'est enfin de l'après-guerre jusqu'aux années 80, le cinéma italien a été un cinéma absolument riche. Si on donne le nom des cinéastes, Rossellini, Antonioni, Fellini, Zurlini, Leone, Comencini, etc., etc. Mais les succès, comment Cinecittà fonctionne pour que il y a de l'argent, enfin les productions qui marchent, il y a en Italie, donc le succès public marche tout d'un coup. Il y a un type qui fait un péplum, ça marche. Tous les autres types font des péplums. Mais là, au début des années 60, avant qu'en 64 ils fassent Pour une poignée de dollars, c'est le trou. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans le cinéma italien. Ça va vraiment mal. Les gens sont au chômage. Et Pour une poignée de dollars fonctionne parce que je crois qu'il fait 14 millions de spectateurs en Italie, hein, Pour une poignée de dollars. Un peu moins en France, j'ai les chiffres, mais enfin c'est quand même 8 millions d'entrées en France, hein, je crois. Hein. Et c'est la naissance de ce qu'on a appelé vulgairement le western spaghetti, que moi j'appelle le western italien. Il y a eu beaucoup de mauvais westerns italiens. Il y a les très grands films de Sergio Leone et puis aussi ceux des 2 autres Sergio Corbucci et Sergio Solima. Voilà. Nous avions pu d'ailleurs traiter du Grand Silence. Oui, sur cette antenne. Tout à fait, oui. Avec Marc Moquin. Voilà. Donc, lorsqu'il va faire Il était une fois dans l'Ouest, il veut complètement se démarquer de la trilogie du dollar. Et donc, il a une idée, c'est que il faut, par la mise en scène, mais aussi par le sujet, au fond, on a souvent reproché à Sergio Leone de pas être un cinéaste politique, de être un cinéaste de la cinéphilie. Donc, il est vrai que dans Il était une fois dans l'Ouest, il y a plusieurs citations de films, de classiques. Ah bah, les références sont très nombreuses. Oui, les références sont très nombreuses. Johnny Guitar, La prisonnière du désert. La prisonnière du désert, oui. Le train sifflera 3 fois, évidemment par excellence. Les références sont extrêmement nombreuses. On peut même penser avec La Mouche à The Pile-Fest de Buster Keaton à la rigueur. Oui, mais les références sont vraiment pléthores. Et comme vous le disiez, il commence ce western-là d'une façon très différente. On ne voit pas le héros immédiatement. On ne voit pas Claudia Cardinal arriver non plus immédiatement. On commence par un bon quart d'heure de silence, avec des bruitages, des bruits amplifiés d'un moulin qui grince, du télégraphe qui court, sur une gare qui paraît être à peine en construction et qui traverse le chemin de fer partout, dans un paysage sublime mais assez mortifère. Sous-entendu, je vais vous montrer quelque chose de différent. Et puis, un des passages qu'on peut peut-être percevoir comme ça, ces 3 longs cache-poussières, les manteaux des cow-boys attendant à la gare, attendant qui, on ne sait pas, enferment le vieux chef de gare dans un réduit. Et quand la porte se ferme, le train arrive. On peut se demander si ces 3 cow-boys issus d'un ancien monde disent à ce chef de gare, par la bouche de Sergio Leone, ce nouveau monde que tu incarnes, vieux fou, à essayer de nous vendre tes billets, parce qu'il essaye de leur vendre des billets qui partent dans l'air, dans le vent, eh bien je le refuse. Je le refuse parce que je préfère le monde nostalgique peut-être, mais romanesque d'avant. Et les héros, notamment Jason Robards, Charles Bronson, incarnent un peu ce côté romanesque. Oui, tout à fait, ils incarnent ce côté romanesque. Alors c'est très complexe, parce que pour traiter à la fois le côté politique et le côté mise en scène, parce que là on est totalement dans une nouvelle forme de mise en scène, une mise en scène incroyable quand on pense au cinéma d'aujourd'hui, en 2025. Cette lenteur, mais pendant un quart d'heure, il ne se passe quasi rien, que des types qui attendent
on a bien On ne sait compris même pas qu'ils quoi. attendent sans doute un autre type. Oui. Mais un train en tout cas. Et puis il y a de l'eau qui tombe sur un chapeau, goutte à goutte, une mouche qui se balade autour de la bouche d'un des autres cow-boys. Et tout cela est filmé avec lenteur, avec la précision des bruits. On entend aussi, on se demande s'il y a quelqu'un qui se balance sur une chaise, s'il y a une roue qui tourne quelque part. Les sons sont extrêmement là. La mise en scène est à la fois aussi par le son, et elle va l'être très puissamment par le son, à la fois par le son de la musique par la suite, et par à chaque fois le son des coups de feu, des stridences, les chemins de fer, etc., etc. Et aussi, Sergio Leone avait pensé, pour mettre les 3 cow-boys là qui attendent, prendre Eli Wallach, Lee Van Cleef et Clint Eastwood. Les 3 héros du Bon, la Brute et le Truand. Alors, les 3, ils se disent « Oh, formidable, on va avoir trois rôles formidables, encore des grands rôles, génial. » Et Sergio Leone leur dit « Ben non, parce que en fait, vous allez mourir au bout d'un quart d'heure. » Et là, Eastwood dit « Ben non, c'est pas possible, mon image de marque, maintenant, je peux pas mourir au bout d'un quart d'heure, ça c'est totalement impossible. » Alors si un n'était pas là, les 2 autres ne pouvaient pas. Il y avait comme si tout d'un coup il rompait avec son propre cycle d'avant. Et en même temps, les personnages, pourtant le personnage en tout cas de l'harmonica et celui du méchant, de Frank, sont des personnages qui appartiennent totalement à l'ancien monde des hommes anciens, comme ils disent dans le film. Bah, le colonel Mortimer du Bon, dans la Brute et le Truand, on le retrouve un petit peu là. Oui. Et il y a juste peut-être un homme parmi ces hommes qui n'appartient pas au monde des hommes anciens. C'est Morton. Le gérant de la société de chemin de fer. Le gérant de la société de chemin de fer. Un criminel en col blanc. Donc, et le monde du capitalisme. C'est pour ça que je voulais dire que le film aussi était très politique. Parce que si toute cette famille est massacrée, il incarne cette corruption. Toute cette famille est massacrée là, c'est aussi parce que ce type veut absolument mettre la main sur cette ferme, parce que il sait très bien, comme le propriétaire, qu'il y a de l'eau, qu'on va pouvoir y faire une ville, et donc être propriétaire de ces terres et de cette ville. Donc, et ce personnage est montré comme un personnage extrêmement vil, vulgaire, peureux, lâche, un minable et un salopard minable dans le film. Et c'est le personnage du capitalisme. Donc, je n'ai pas lu d'entretien où Leone parle du capitalisme, et je ne crois pas que Sergio Leone soit quelqu'un qui était proche du Parti communiste du tout. Donc, non, c'était un type qui était absolument passionné par le cinéma, parce que son père avait été cinéaste, sa mère était actrice, et quand il était petit, il jouait aux cow-boys et aux indiens, et puis voilà, et puis il va se retrouver dans un monde de cinéma grâce à son père, où il va être assistant de plusieurs metteurs en scène, Mario Bonnard, de Vittorio De Sica pour Le voleur de bicyclette, puis de plein d'autres cinéastes. Puis il finira par remplacer Mario Bonnard au moment où Mario Bonnard tourne Les derniers jours de Pompéi. Là, il est devenu premier assistant. Et Mario Bonnard décède pendant le film, et c'est Sergio Leone qui finit le film. Et c'est à partir de là qu'il devient cinéaste. Donc, voilà. J'aimerais revenir, peut-être, Jacques Daniel, sur le rêve. Oui. Parce que dans ce film, on entend cette phrase, on ne vend pas le rêve de toute une vie. Et Morton incarne celui qui veut acheter ce rêve. Il achète les hommes de main à coups de dollars, à coups de milliers de dollars. Sauf que, en face de lui, il a affaire à des gens qui, eux, veulent vivre simplement ce rêve, d'ériger ici une gare, certains autres de retrouver leur vie d'avant, si je puis dire, pour l'homme à l'harmonica. Est-ce que le fait de réaliser ce film, pour Leone, était un rêve, celui de rêver un monde du western qu'il connaissait quand il était petit? Oui, parce que lorsque le scénario est écrit par Dario Argento, qui va devenir cinéaste par la suite. À cette époque-là, c'est un jeune critique dans un quotidien italien
pas connu. Bertolucci qui a déjà tourné 2 films, ou 2 ou 3 films à ce moment-là, avant 68. Et Sergio Donati. La première fois que Bertolucci rencontre Sergio Leone, et c'est en présence de Dario Argento, ils sont au studio. Le projet d'Il était une fois dans l'Ouest existe déjà, et Dario Argento est venu féliciter Leone pour ses films. Il dit j'aime beaucoup vos films. Et puis alors Bertolucci est là aussi. Puis et vous? Ah bah moi je suis là parce que j'aime beaucoup vos films. Parce que pourquoi? Fait Sergio Leone à Bertolucci, et Bertolucci dit j'avais l'impression que j'allais avoir passé un interrogatoire de la police. Et donc il y explique parce que ils sont complètement différents des films des autres cinéastes, que vous avez une manière de mettre en scène qui est différente, et donc pourquoi fait Leone, et Bertolucci répond je pense que par la manière dont vous avez de filmer les chevaux. Souvent, les chevaux sont filmés de profil dans les films. On les voit, ils courent et tout ça. Et vous les filmez par derrière. Vous mettez la caméra derrière. Vous filmez leur croupe. On voit que ce sont des animaux puissants, comme dans les films de John Ford. Ah bon? Ah bon? La référence était donnée. Vous pensez cela? Oui, fait Bertolucci. Très bien. Vous écrirez mon prochain scénario. Alors, et puis à ce moment-là, il demande, et quand vous étiez petit, comment vous faisiez pour tirer au pistolet? Comme ça? Donc il fait et puis Bertolucci fait non. De façon plus violente. Oui, de façon plus violente. Ouais. Voilà, donc c'est quand même, et c'est là, ça ramène à l'enfance parce que Leone jouait comme ça. Au western, aux cowboys, aux indiens, mais avec une idée quand même du cinéma, quoi. Et bon, je vais du coup faire une parenthèse. Pourquoi je programme le film western dans le cycle, au studio, dans le cycle Perles du cinéma. On perd, c'est parce que ce sont des films dits cultes, terme que je n'aime pas beaucoup. Et donc on va appeler ça Perle, et c'est une perle du cinéma, il n'y a aucun doute, un très grand film de mise en scène, un très grand film public, puisqu'il a fait 14 millions de spectateurs en France. Et c'est l'un des premiers films que j'ai vu, enfin, quand je suis allé seul au cinéma. Parce que je n'ai pas été au cinéma très très jeune, bien que j'habitais tout près des Siam, même collé au Siam, au bas de la rue Jean Jaurès, donc je voyais des bandes annonces dans le hall du cinéma. Mais sinon, je voyais les films quand il y avait la remise des prix, à la fin de l'année scolaire, ou des westerns chez ma grand-mère, le western de 17h, le dimanche. Et donc, pour cela, j'ai vu Le Train sifflera 3 fois, de Zinman, et des films de Ford, des grands classiques. Bon. Puis, ne jouerons pas dans la rue, parce que c'était comme ça, je n'étais pas un garçon qui allait jouer dans la rue, il n'en était pas question. Donc, je jouais aux petits cow-boys, avec donc mes petits cow-boys en plastique, quoi, des petits soldats, là, comme à l'époque. Mais je faisais des mises en scène, et des mises en scène qui étaient quand même très liées au film que j'avais vu, très cinématographiques. Et lorsque, en 1969, quand je commence à aller seul au cinéma, j'ai 16 ans, ce qui, pour l'époque, c'est normal, la majorité étant 21 ans, c'était déjà presque osé, quoi. Et je vais découvrir cette année-là, en juin, Man Michel Mode, d'Éric Rohmer, voilà. Avec Trintignant. Oui, avec de Trintignant. Et puis en été, au mois d'août, je suis à la montagne avec mes parents, à la Chapelle d'Abondance, en Haute-Savoie. Et il y a un petit cinéma à la Chapelle d'Abondance. Et là, je découvre Il était une fois dans l'Ouest. Et c'était un choc absolument incroyable. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus à l'époque? Ces silences ou d'un coup, quelques secondes de violence après un quart d'heure d'attente? Je n'ai pas du tout senti que c'était long. Enfin, je trouvais ça formidable qu'un type puisse filmer 3 types qui étaient en train d'attendre avec autant de lenteur et de choses qui, normalement, dans une histoire, ça ne sert à rien de montrer qu'il y a de l'eau qui tombe sur un chapeau ou qu'on va coincer une mouche dans son revolver, et voilà. Ça semble complètement anecdotique, mais en fait,
tellement génial parce que ça renforce la tension. Il y a une tension, densité. On se dit qu'est-ce qui va se passer quand tout ça va s'arrêter. On sent que ça va être terrible. Et donc, évidemment, il arrive ce qui était prévu, ce qu'on pressentait, un train arrive. Mais bien sûr, quand on a vu d'autres westerns, puis à 16 ans, on se dit que le type, comme les 3 gars, on croit que le type va sortir par la porte et sortir sur le quai, normalement. Comme tout le monde, comme tout... Puis le train redémarre, et là, formidable. Quand on revoit le film, bien sûr, on sait de ça, mais la première fois qu'on entend les premières notes de l'harmonica, coup de génie par la musique, et puis tout d'un coup, on voit le personnage quand le train bouge, et là, on se dit, oula, ça va très mal se passer pour ces 3 gars. Mais on sait pas encore comment, mais on sent bien que c'est pas les 3 pour qui ça va bien se passer. Avez-vous perçu d'emblée la démesure? Par exemple, les 3 personnages, les 3 cow-boys dont vous parlez là, attendant un homme, et dans une autre séquence, 5 autres hommes, avec leur cache-poussière, leur fusil, face à un seul petit garçon. Ah oui, bien sûr. Là, cette scène m'avait extrêmement marqué, même un peu. Au point qu'elle fut coupée longtemps à la télévision américaine. Oui. Un peu traumatisante, terrible, parce que comme la mise en scène est faite de blocs hiératiques, plusieurs blocs. Le premier bloc, c'est l'arrivée de l'harmonica. Le deuxième bloc, c'est le massacre. Le troisième bloc, c'est l'arrivée de Gilles, donc Claudia, joué par Claudia Cardinal, dans la ville. Voilà. Donc, avec une des plus belles scènes du cinéma, avec ce travelling de caméra à travers les fenêtres de la gare. Quand la grue monte, oui, on voit Gilles qui rentre dans la gare à travers la caméra et dehors. Elle rentrait dans une nouvelle vie. Et elle rentre dans une nouvelle vie, on pose ses questions, puis tout d'un coup, quand elle sort, la caméra s'éloigne, monte le long du bâtiment, dépasse les tuiles et on voit toute la ville. C'est une pure merveille. Oui, bien sûr, que j'avais senti qu'il y avait une dimension absolument, presque une opération. J'avais pas le mot, je m'étais pas dit c'est une merde, mais évidemment là je dis opératique parce que aujourd'hui, vu les milliers de films que j'ai vus, puis bon, je sais ce que c'est qu'un opéra. À l'époque, je m'étais pas dit c'est opératique, mais je me suis dit quand même quel lyrisme dans ce film, quelle tenue à la fois par la grandeur de la mise en scène, les grands espaces filmés comme chez John Ford, et puis un lyrisme porté par la musique, quoi. Vous attendiez-vous à voir arriver un héros à cheval, et là vous le voyez arriver par le train, mais il finira par repartir par le cheval. Oui. Étonnant. Oui, et il comme repart pour refuser ce monde qui arrive. Oui, il repart comme un de nos hommes cow-boys, tout seul, oui. Seul, en portant en plus le cadavre de son ami. Son ami, ouais. Dingue. Donc c'est le refus d'un monde. Là, on voit vraiment que est-ce que Sergio Leone veut montrer à l'écran le passage dans l'histoire américaine d'un monde à un autre? Oui, je pense qu'il y a ça, parce qu'ensuite, il y a Il était une fois de la Révolution, c'est un autre moment de l'histoire de l'Amérique, et puis le dernier film, parce que malheureusement, il est mort comme relativement jeune, Sergio Leone, c'est Il était une fois en Amérique, là, un film de gangster, et c'est un autre moment de l'histoire américaine, donc il construit, les 3 Il était une fois sont des films sur l'histoire de l'Amérique. Et en étant des films sur l'histoire de l'Amérique, ils sont fatalement des films politiques aussi. Au sens, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'imbéciles considèrent la politique comme de manière politicienne, mais au sens que la politique, c'est la politique s'occuper de la cité, et que la noblesse de la politique, c'est ça, ce sont des films politiques pour cette raison. Alors, rejoignez-vous le point de vue disant que Sergio Leone le montre ici, donc une variation dans l'histoire des États-Unis, parce que exit les Indiens, on en voit très peu, il n'y a pas de cavalerie, il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas de cow-boys gardant les vaches, il n'y a pas de conquête de l'Ouest, si ce n'est celle, évidemment, par le train, qui représente l'arrivée du progrès, de la civilisation et de toutes ses contraintes. On le voit par le premier chef de gare essayer de vendre des tickets dont ils n'ont rien à faire, ils sont au-delà du ticket de train, en fait, ces 3 cow-boys, et un Michael Cimino qui montrera aussi un pan rarement montré et qui fut incompris en son temps de l'histoire américaine dans La Porte du Paradis.
Oui, bah, c'est le même. c'est exactement. C'est le même sujet. Très bon rapprochement. Enfin, pour moi, Cimino est un héritier de Sergio Leone. C'est le très très grand cinéaste, je pense, du nouveau cinéma américain. Sans doute le plus grand. Peu de films, mais que des grands films. Et il y a un rapport extrêmement net entre les deux. Enfin, à la fois sur le travail de la mise en scène, l'ampleur, le lyrisme, mais aussi sur le côté politique. Enfin, voilà. Je reviens juste à la projection à laquelle vous aviez pu assister, donc la première fois que vous l'avez vu. Aviez-vous perçu le côté à la fois dramatique, ponctué de moments qui peuvent être très drôles? Par exemple, dans ce fameux relais, presque un relais de poste, avec Lionel Stander qui tient le relais, qui voit arriver une très jolie fille dans son relais dont il n'a pas l'habitude, qui lui propose un bain parce qu'elle veut un bain, et qui lui dit qu'elle a de la chance parce qu'il y a seulement 3 types qui se sont baignés dedans juste avant elle. Et ensuite, cette scène mémorable, avec Jason Robards qui arrive et qu'on comprend qu'en fait c'est un prisonnier avec ses menottes et qui essaye de s'en libérer en faisant participer un type qui s'avère être là, avec les revolvers inversés l'un contre l'autre pour qu'il vise bien la chaîne et qu'il ne vise pas ailleurs. Il y a des moments très drôles. Oui, est-ce que c'était perceptible dès la première fois? Oui, c'est perceptible qu'il y a de l'humour dès la première fois. Enfin, il y a un côté gang même dans la manière, même lorsqu'ils enferment au début le gars qui vend ses billets dans... Il y a un côté un peu gag, enfin, oui. Parce qu'il y a toujours un vieillard aussi dans les films de Leone. Oui, tout à fait. Et il y a aussi cet humour dans les répliques, parce que évidemment, je sais pas là si c'est un 4e bloc, oui, je crois que c'est un 4e bloc quand ils viennent dans cette espèce d'auberge. Jill, Claudia Cardinal arrive là, et puis que ensuite Jason Robards qui joue Cheyenne arrive, et que tout d'un coup retentit un niveau l'harmonica, et que confrontation entre les deux, une lampe que le mouvement de la lumière est excellent. La lumière, on le redécouvre, et là il y a ce fameux dialogue comme pour nous dire qu'il ne se découvre que peu à peu entre mélange d'ombre et de lumière. Tu sais jouer de l'harmonica ou tu sais aussi jouer de la gâchette? Ouais. Et puis il prend, touche son pistolet. Et il fait comme Tuco dans Le Monde Laboratoire du Turan, il écoute le revolver. Oui, il écoute et puis il remet, mais il le repose un peu. Enfin, et l'autre le remet dans l'axe. L'autre le remet dans l'axe parfaitement. Puis, ce qui renverra un dialogue plus tard quand où il va protéger Claudia Cardinal dans la ferme, où il finit par dire, il dit selon les traductions, ça, il sait aussi jouer de la gâchette, ou il sait, là, maintenant, c'est marqué, il sait aussi tirer. Les phrases de Jason Robards, du même genre voilà. Il tire quand il devrait jouer, et il joue quand il devrait tirer. Oui, voilà. Y a-t-il un dernier point à préciser ou que vous voulez apporter pour les auditeurs qui seraient tentés de venir le 16 décembre? Oui, il se veut héritier du western classique par les citations, héritier de John Ford. Le film est tourné dans 3 lieux différents. Almeria, en Espagne, qui est le lieu où tous les westerns européens, mais aussi certains westerns américains étaient tournés, parce que c'est un désert et qu'on peut construire des villes, des ranchs, etc., etc. Et Cinecittà pour les scènes d'intérieur, et Monument de Vallée, qu'on voit la charrette, enfin la diligence qui amène Jill vers... Elle traverse le Monument de Vallée. Il y a 2 ou 3 moments où on va à Monument de Vallée, et cette poussière rouge, au point où, évidemment, lorsque il y a cette fameuse scène de l'auberge et que les hommes arrivent, ils rentrent, et il y a plein de poussière rouge qui rentre avec un souffle de vent. Mais comme c'est à Almeria, et que la poussière est verte, beige à Almeria, Sergio Leone avait pris des caisses de poussière rouge dans le désert de Monument de Vallée, et donc il y a des assistants qui ont jeté voilà. Il y a eu de la poussière rouge projetée pour que le souci du détail. Le souci du détail, oui, voilà, faut que ce soit bien un Monument de Vallée, voilà. Donc bon, ça c'est formidable, et c'est surtout comment il filme les paysages et aussi les gros plans. Et les gros plans, voilà, c'est ça. Mais c'est géographie. La géographie, la nature, géographie de la nature, mais géographie des visages. C'est pareil, il filme les visages comme il filme les paysages.
parfois en gros plan, puis tout d'un coup en très gros plan. Jamais, je crois que dans aucun film, je n'ai vu un aussi gros plan que les yeux de l'harmonica à la fin, quand au moment où il va tuer du duel, au moment du duel avec Franck, tout lui revient, il y a ce moment où il se remémore toujours la mort de son frère, et là on ne voit plus que les yeux, et le bord du chapeau et les yeux.